Vous écoutez l'épisode 56 du podcast Business en spa esthétique, un spa d'hôtel rentable, l'œil de l'expert, avec Florence Kowalski. Les 13 et 15 février prochains, je vous invite à me rejoindre pour un webinaire exclusif, les leviers pour atteindre vos objectifs en 2024. Rendez-vous sur le site internet d'Expertise Spa Bien-être et sur nos réseaux pour vous y inscrire. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir une personnalité du spa que j'apprécie beaucoup, Florence Kowalski. Florence est la créatrice de Spa Boosting, une société de consulting qui accompagne les spas de structures hôtelières depuis la conception jusqu'au développement. Elle les accompagne notamment dans la création de leur stratégie de contenu pour que tout ce qui a été mis en place en consulting porte effectivement ses fruits. Florence intervient depuis de nombreuses années en tant qu'auteure d'articles dans le magazine Spa de Beauté et intervient chaque année au Congrès international de l'esthétique et du spa. Elle y organise notamment une journée de conférences au sein du village spa. Alors avec Florence, nous allons bien évidemment parler des spas d'hôtel, comment optimiser leur rentabilité bien sûr, mais aussi et surtout de quelle façon les centres spa, beauté et bien-être qui ne sont pas rattachés à un hôtel peuvent s'inspirer de leur code. C'est parti pour cet épisode. Bonjour Florence, merci de passer ce moment avec nous. J'ai énormément de questions que j'aimerais aborder avec toi, mais avant toute chose, je vais te lancer traditionnellement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut Tiffaine, écoute, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et puis surtout avec ton audience parce que je sais qu'on te suit avec beaucoup d'enthousiasme sur ces sujets. Alors moi, effectivement, écoute, pour faire très simple, moi j'ai une première vie dans le marketing digital et la communication, complètement hors domaine du spa. Ça a duré une vingtaine d'années. Je suis arrivée au spa parce que sur la fin de cette expérience en marketing et la com, j'étais dans l'hôtellerie. Forcément, qui dit hôtellerie dit spa. J'ai découvert cet univers-là. Et j'étais dans une période où je cherchais vraiment du sens à ce que je faisais. Et j'étais passionnée de spa à titre perso. Et je me suis dit, mais ce milieu, il a l'air génial. Zéro stress, ça a l'air trop bien. Et du coup, je me suis lancée. J'ai eu la chance d'avoir une passerelle comme ça. J'ai passé un CAP à distance en travaillant tous les week-ends dans un spa qui se lançait. Et puis, voilà, j'ai suivi sur un BTS. J'ai suivi après sur une formation de praticienne en massage bien-être. Et ça a été un vrai coup de cœur, en fait, l'univers du bien-être. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait du bien de faire du bien aux autres, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'univers du spa. Et comme je venais de l'hôtellerie, je découvrais le spa. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'utiliser les méthodes de l'hôtellerie, ce qu'on utilise pour améliorer la rentabilité en hôtellerie, les appliquer au spa. Parce que je me rendais compte que le spa, c'était vraiment le cadet des soucis de tous les hôteliers, que ça perdait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà. Alors justement, on va parler de cette rentabilité qui fait, je sais pas si c'est un de tes premiers amours, mais en tous les cas, une compétence que tu as utilisée au début de ta carrière. On entend souvent dire qu'un spa d'hôtel, de toute façon, en fait, c'est pas rentable. On entend souvent les hôteliers considérer le spa comme une sorte d'appât, entre guillemets, pour remplir leur chambre. Alors je voulais surtout avoir ton point de vue sur cette question. Alors écoute, pour moi, personne travaille pour rien. Dire que c'est pas rentable et se dire que la seule rentabilité c'est le côté appât, pour moi c'est super old school et ça dénote vraiment un manque de connaissance de ce sujet-là. La rentabilité elle est moins intéressante qu'avec une chambre d'hôtel, ça c'est sûr, ou qu'avec même le restauration. Parce que en termes de charges, notamment des charges des ressources humaines, tu fais 1 heure de soins, tu as besoin d'une personne. Donc ça c'est évident. Par contre, se dire que ça peut pas être rentable, moi, c'est des fois des choses que j'entends. L'autre jour, je suis dans un hôtel, le directeur financier qui n'y connaît rien m'a tout de suite dit, de toute façon, on sait que le spa est pas rentable. Et ça m'énerve d'entendre ça. À côté de ça, tu vois, il y a des gens qui, aujourd'hui, ils ont, en hôtellerie, on a ce qu'on appelle le RevPAR, revenu par chambre.
quelques hôteliers qui commencent à intégrer le spa dedans dans un indicateur qui s'appelle le TREVPAR. Donc en fait, c'est tout revenu, ils intègrent dans le revenu par chambre les revenus extérieurs. Mais en fait, ils Hmm, sont pas assez nombreux. Et pour moi, c'est un manque de connaissance du problème. Et j'ai envie de dire, si vous avez que cette vision-là du spa, ben, je comprends qu'il y ait beaucoup de turnover sur vos spa managers et puis que ça n'apporte rien. C'est un hmm. cercle vicieux, tu vois. Si tu crois ça, c'est sûr que ça t'apportera rien. Exactement, on n'est déjà pas très motivé dès le départ. À ton avis, quelles sont les différences majeures en termes de business model entre un spa d'hôtel et un spa, on va dire urbain indépendant? Alors, tu vois, le spa d'hôtel, il va être intégré, comme on dit, dans un hôtel. Et c'est un seul compte, en fait, de résultat. Il y a une seule, en fait, il y a des comptes qui sont consolidés. Donc, ça veut dire que les pertes du spa hôtelier, on va les compenser avec l'hébergement et on va compenser avec la restauration. Et ça, c'est le mode de pensée de beaucoup, beaucoup d'hôteliers. Et c'est pour ça qu'ils se battent Mmh. pas pour la rentabilité. Pour moi, aujourd'hui, le spa urbain, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des spas hôteliers et aujourd'hui, j'ai quelques projets plutôt avec des spas urbains. Parce que, si tu veux, eux, ils ont pas de filet de sécurité. S'ils sont pas rentables, ils ferment. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge. A priori, ça pourrait passer comme une difficulté supplémentaire. Et pour moi, c'est vraiment un challenge, quoi. Mmh, absolument. Quel serait du coup, selon toi, le business model idéal pour qu'on ait cette combinaison qu'un spa d'hôtel soit rentable? Qu'est-ce que devrait faire un hôtelier en premier lieu pour rentabiliser son spa? Alors, pour moi, en fait, il y a deux choses. La première chose, un spa hôtelier, il doit absolument être ouvert à l'extérieur si tu penses rentabilité. C'est pas encore le cas de Mmh. tous, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et ensuite, tu as trois axes. Le premier, c'est que tu dois pouvoir vendre le spa comme tu vends la chambre d'hôtel. C'est-à-dire que le process de vente des soins, il doit commencer avec le process de vente de la chambre. Et ça, c'est un espèce de parcours client spa qu'il faut vraiment mettre en place parce que c'est cet effet de répétition, cet effet de proposition du produit au client final qui fait qu'il va l'acheter. C'est sûr que si tu attends derrière ton spa que le client Mmh. vienne, quand il est arrivé, qu'il vienne réserver, et ben là, tu vas avoir des bouchons, tu vas avoir tout le monde va vouloir réserver au même moment, comme c'est traditionnel, et tu as des créneaux, par contre, qui resteront vides. Par contre, quand tu anticipes bien, quand tu fais du pré-remplissage comme ça, tu as déjà une idée de ce qui va se passer, de ton taux de remplissage, et tu sais déjà où tu vas pouvoir jouer, peut-être quand le client sera là, en termes, peut-être, pas de promotion, parce que j'aime pas ça, mais de mesures incitatives, tu vois, avec peut-être des créneaux un peu plus avantageux ou un peu plus de temps de soins pour un même prix à Mmh. certains moments de la journée. La deuxième chose, c'est de jamais oublier de développer la clientèle extérieure. Et ça, c'est un business à part entière. Se dire que les gens viendront, déjà, on rentre pas facilement dans un hôtel pour aller au Mmh. spa, comme on ne rentre pas facilement dans un hôtel pour aller au resto. Mais du coup, derrière, c'est vraiment de dire, OK, on a une vraie stratégie, on a deux clientèles différentes, on a deux cibles clientèle vraiment différentes et on développe pour chacune une vraie stratégie de communication. Cet hiver, je travaille dans un hôtel, je suis à la réception, mais au niveau du spa, ben, ils se cassent la figure en vacances parce qu'ils savent pas comment remplir. Et là, Mmh. les mesures de dernière minute, ça fonctionne jamais. Puis la toute dernière chose qu'on néglige, c'est que une fois que tu as capté ces deux personnes-là, donner de la visibilité au spa à l'intérieur de l'hôtel. C'est compliqué de rentrer dans un hôtel pour aller au spa quand on est client extérieur. On se sent Mmh. pas forcément légitime. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une signalétique. Signalétique veut pas dire des horribles drapeaux, mais c'est Panneau plutôt quelque clignotant. chose de exactement. C'est plutôt quelque chose vraiment qui donne envie d'aller chercher l'expérience. Et là, je pense qu'en termes de créativité, on peut faire plein de choses. Pour moi, c'est les trois axes qui sont vraiment intéressants. Et là, tu es sûr que tu auras utilisé les trois leviers dont tu as besoin pour dire, OK, j'ai tout fait pour que mon hôtel fonctionne, pour mon space Mmh. fonctionne. Mmh. Donc, effectivement, je voulais revenir avec toi sur le 1er point que tu as soulevé d'intégrer en fait la vente, du soin au moment où on vend la chambre. À ton avis, si on pense un peu réception, est-ce que là, c'est vraiment sur le process de vente de réservation en ligne avec, je sais pas, optimiser les sites de réservation pour que systématiquement on ait un upsell au niveau du spa? Est-ce que c'est, un opérationnel en interne, on va dire, une fois qu'on reçoit une réservation de chambre, eh bien, c'est, la réception du spa qui peut-être gère le rappel et la proposition ou envoie une communication spécifique? Est-ce que tu as vu des choses, des outils vraiment opérationnels comme ça qui permettent de transformer ce point-là? Bah, en fait, si tu veux, c'est exactement ça. Par exemple, alors je vais faire appel, j'étais en stage chez Pierre et Vacances pour citer des gens comme ça. Ils ont des process de commercialisation qui sont vraiment bien calés et en fait, quand tu réserves ta chambre, tu pouvais juste derrière réserver le soin. Donc le soin, il est déjà poussé devant toi lors de la réservation comme on te pousse un petit déjeuner en ligne. Après, il y a Mmh. aussi des personnes, c'est moins abouti entre guillemets, on va dire techniquement, mais par contre, ils proposent le spa dans le mail de confirmation de la chambre.
Ça peut Mmh. être intéressant. Mais le gros défaut pour moi, c'est la formation des équipes. En fait, les Ouais. équipes, on leur apprend à vendre des chambres, mais vendre des soins, non. Même en réception, alors souvent, tu as l'espace sur place. Ils ont peur de donner accès au planning à la réception de l'hôtel parce qu'ils se disent ils vont nous casser, ils vont pas bien réserver, etc. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il suffit de former une personne, d'avoir un référent spa au sein de la réception. Tu trouveras toujours une personne qui a une affinité pour le spa, qui aime les massages et qui va être à même de vendre ça. Tu lui fais découvrir l'offre du spa et puis surtout tu lui expliques en fait comment elle peut faire ses réservations. Et on sera beaucoup plus pushy. Là, je vois à la réception où je suis. Personne en fait n'est formé au niveau du spa, sauf moi. Ça tombe sur moi, bah forcément que je vais super bien vendre le spa. Si ça tombe sur les autres, bah en fait ils vont dire on vous rappellera ou on vous amène au spa. On les amène au spa. La spa manager elle est en soins parce que c'est le fonctionnement et puis on perd le client en fait. Absolument. Alors justement, on va passer un petit peu de temps sur cette, expérience client. Tu dis que c'est le troisième pilier de l'expérience client dans un hôtel, c'est ce bien-être aussi. Est-ce que tu peux nous donner ta vision sur ce point? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de dire ça et tu as raison, c'était le titre d'une journée de Mmh. conférence que j'avais fait sur un des congrès, un congrès, du spa qu'on fait chaque année ensemble notamment. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu vas dans un hôtel, une chambre avec un bon matelas qui est correctement chauffé et une télé qui fonctionne, normalement, tu la trouves partout. La Oui. restauration, quand il y en a, bah, normalement, tu en trouves partout également. Par contre, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que le spa, ça peut être une donnée supplémentaire, donc ça va être un vrai plus et si c'est pas présenté comme quelque chose de complètement à part dans un coin où personne ne va. Mais si l'histoire que tu racontes dans le spa, elle résonne avec le storytelling de l'hôtel et du restaurant, là, tu vas vraiment créer une valeur ajoutée. Un exemple tout bête, moi j'ai travaillé pour la Folie Douce à Chamonix pour le lancement du spa. Ben, c'est un concept très fort autour de la musique et qui, a priori, est complètement en décalage avec la notion de spa, la zénitude, etc., ce qu'on associe au bien-être. Et en Mmh. fait, eux, leur motto, c'est donner l'énergie travers de la musique. Mais nous, on a créé un spa en disant on va Mmh. donner l'énergie au travers des soins. Et quand tu arrivais dans l'hôtel, le réceptionniste était capable de dire vous voulez bénéficier de l'expérience La Folie Douce en chambre, je vous invite à découvrir votre chambre et la chambre, elle avait un petit côté déjanté. Vous souhaitez la découvrir au restaurant, bah, découvrez notre show de danseurs le soir à la petite cuisine. Et vous voulez le découvrir au spa, bah, découvrez notre soin signature Feeling Good au spa. Et tu vois, quand tu es capable d'avoir cette boucle-là, bah, l'expérience pour laquelle tu mets beaucoup d'argent en général à créer Mmh. en chambre et au restaurant, parce que tu sais qu'aujourd'hui, sans cette expérience-là, surtout dans le haut de gamme, bah, tu vas pas attirer, et bah, tu utilises cette expérience jusqu'au spa et tu intègres le spa dedans. Et là, tu as vraiment un surplus. Tu vois, là, le spa joue vraiment son rôle de surplus d'expérience à l'intérieur de l'expérience globale. Mmh. J'aime beaucoup effectivement quand on arrive à trouver des endroits comme ça qui ont bien compris, tu parlais de storytelling, cette continuité et cette cohérence entre les différents services. C'est assez rare d'en trouver et je crois que c'est vraiment un point à creuser parce qu'effectivement, moi, en tant que cliente, les spas d'hôtel, j'aime un peu moins parce que globalement, je m'y ennuie. Sauf quand on tombe dans des concepts de spas d'hôtel comme ça, hyper bien travaillés. Effectivement, c'est une expérience incroyable. Je suis d'accord avec toi, il y en a très peu, quoi. Il y en a très peu, Tiffen. Ouais, oui, oui. Alors, quelles sont pour toi justement les forces et les faiblesses d'un spa d'hôtel en termes de qualité de service? En termes de force, si tu veux, je dirais que normalement, dans un spa d'hôtel et je pense aussi notamment dans de haut de gamme, en général, tu as une qualité, d'accueil, de prise en charge de la cliente qui est censée être, un niveau au-dessus, si je puis me permettre, parce qu'on essaie de bien former les équipes sur ces sujets-là. Ouais. Ça n'empêche pas d'encore d'avoir des filles il y a des filles ou des garçons, mais je l'ai entendu de la part de filles, qui accueillent le client en disant: «Allez, on y va». Bon, quand tu entends ça, en spa Mmh. d'hôtel, tu t'autorises à dire, à reprendre la personne après en lui disant: voilà, ça peut pas passer. Je dirais que là-dessus. L'autre grande qualité du spa, c'est que le spa, il est à l'intérieur de l'hôtel. Donc, si tu veux, souvent, le client, il va descendre, surtout le client extérieur, il va descendre, le client de l'hôtel, il va descendre, en fait, en peignoir. Et de fait, il a déjà ce côté cocooning qui est beaucoup plus compliqué à créer quand tu as un institut ou un spa qui donne, j'ai envie de dire, sur la rue ou dans un espace qui est au milieu d'une ville et tu vois, du coup, va accueillir un client qui, en général, est plus stressé que quand tu Mmh. l'accueilles dans un spa hôtelier. Et je pense que c'est vraiment game changer parce que c'est vraiment ça qui fait que, du coup, je trouve que c'est plus facile de faire rentrer le client dans cette espèce de phase de cocooning, de se reconnecter avec lui-même, que ce soit pour un massage sportif ou un massage relaxant, mais se reconnecter avec lui-même. Je pense que c'est vraiment la qualité. Après, dans les faiblesses, je vais être très simple, hein, il y a beaucoup de turnover dans les hôtels. Ça, pour moi, c'est hyper compliqué. Et la Mmh. seconde faiblesse, c'est le manque de fluidité entre les services.
Parce que quand tu arrives dans un hôtel, que tu demandes un truc à la réception de l'hôtel et qu'ils sont pas encore au courant du fait qu'ils doivent accueillir le Oui. client au spa parce que le spa n'a pas prévenu, quand tu es client, tu le comprends pas. Donc, Mm. le spa urbain, qui n'a qu'un seul accueil, tu vois, qui va donner, entre guillemets, sur le client entre, il est directement dans le spa, il a moins le côté cocooning, ce sera plus compliqué de créer cette expérience cocooning. Par contre, il n'y a pas de risque que le client il sente des aspérités dans son expérience, dans son parcours client au sein de l'établissement. Mm. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon résumé, effectivement, de ses forces et faiblesses. De quelle façon, justement, imaginons un spa urbain ou même un institut de beauté ou un centre de bien-être qui sont indépendants, peuvent s'inspirer de cette qualité d'expérience client hôtelière? Alors, je pense que là où tu peux avoir de l'inspiration, c'est sur le côté, j'ai envie de dire, élégance de la prise en charge, si tu me permets cette expression-là, et peut-être Mhm. personnalisation. En fait, si tu veux, plus on va monter, je parle encore de spa hôtelier un peu haut de gamme, en fait, le Graal, c'est vraiment la personnalisation. C'est quand tu es capable de dire au client comment vous sentez-vous, que Oui. ressentez-vous. T'es pas enfermé dans des protocoles et tu peux vraiment lui proposer le Mm. massage dont il a besoin. Et s'il te dit, moi, je voudrais 1 heure de cou et d'épaule, normalement, une personne qui est bien formée est capable de proposer ce massage-là. Parce que quand on Mm. nous dit, moi, je veux juste les épaules, on sait qu'il y a le cou, on sait que la tête, parce qu'on connaît les Ouais. liaisons au niveau anatomique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé de façon assez facile, parce que finalement, il n'y a pas de différence. Même chose peut-être dans l'accueil de la cliente. En hôtellerie, on te dit, en 5 étoiles, on te dit bonjour madame, le nom, bonjour monsieur, le nom. Ça se fait pas Mm. toujours, parce que les gens sont pas assez formés. Mais c'est quelque chose qui vraiment a un côté très personnalisé qui est intéressant. Et puis la dernière chose, tu vois, et je trouve qu'on le voit de plus en plus dans certains centres de bien-être ou spa urbains qui l'utilisent, et je trouve ça hyper bien. On se dit, on consacre un peu de temps à l'accueil de la cliente, à la faire se sentir chez elle, à bien comprendre sa demande, parce que certes, c'est du temps qu'on passe et qu'on facture pas, entre guillemets, mais on comprend que derrière, on va le retrouver parce qu'on saura précisément quels soins proposer, quels produits proposer, et puis même quels conseils lui prodiguer. Et ça, je pense que tu vois, le spa d'hôtel le fait parce qu'ils ont moins d'exigences de rentabilité. Donc, j'ai envie de te dire, donner 15 minutes, intégrer 15 minutes de consultation dans un soin, ils le font sans trop y réfléchir derrière. Je comprends Mm. qu'un spa urbain, peut-être qu'il va être plus calculateur dessus et c'est normal. Par contre, comprendre qu'il y a un vrai bénéfice tant pour l'expérience client que pour le chiffre d'affaires et la rentabilité derrière, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un sujet d'ailleurs dont on parle avec les clientes qu'on accompagne sur leur développement de la rentabilité. Euh, on va parler maintenant de l'avenir et de l'évolution du spa hôtelier parce que dans notre secteur spa esthétique, on a observé bien sûr des évolutions alors en termes d'attente des clients, plus par exemple plus de qualité de service. Tu parlais d'élégance et de prestance lorsqu'on voilà, on accueille un client, plus de suivi personnalisé et je te rejoins à 1 milliard de % sur la nécessité d'avoir ce temps de diagnostic avant de faire quoi que ce soit avec le client et d'être capable d'écouter ce qu'il dit pour faire un soin vraiment le plus personnel possible. Plus d'expertise aussi, on a beaucoup plus d'attentes en tant que client à avoir de l'expertise parce qu'on veut du résultat. Et d'une manière générale, les clients veulent avoir affaire au meilleur et chacun dans sa spécialité. Alors, quelles sont les évolutions des attentes des clients des spas hôteliers? Si tu pouvais nous faire un petit peu une image des 10 à 15 dernières années. Alors, si tu veux, je vais me permettre de répondre de façon un petit peu globale parce que je trouve que c'est intéressant. Tu sais, on a eu l'avant Covid où en fait le spa hôtelier, c'était pas la danseuse du président, mais Mmh. c'était vraiment quelque chose à côté. C'était ce que tu nous avais exprimé. Ensuite, tout à l'heure. Et ensuite, si tu veux, il y a eu le Covid. Et le Covid, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de détresse personnelle, beaucoup de solitude, beaucoup de recherche au-delà du bien-être physique, du bien-être mental, du bien-être émotionnel. Tu vois, moi, je suis pas mal ce qui se fait aux Mmh. US parce que les US sont vraiment, ils tirent les tendances en termes de bien-être. Mmh. Et on a parlé beaucoup de mental wellness juste après le Covid. Et moi, j'étais trop contente parce qu'il y a des médecins qui nous ont expliqué que quand il y avait un état, quand le wellness, quand mental wellness était OK, c'est-à-dire quand la personne avait un vrai bien-être mental, c'était un vrai garde-fou pour pas évoluer vers des problèmes de santé mentale. Et je me suis dit, Mmh. génial, pour la première fois, on fait le lien entre bien-être mental et santé mentale. Et ça veut dire qu'on fait le lien entre le bien-être et les impacts sur la santé. Et je me suis dit, ça ouvre le champ des possibles pour le spa,
puisque dans le spa, on peut faire beaucoup de choses en termes de bien-être mental, bien-être émotionnel. Ça peut être de la naturopathie, de l'hypnose, ça peut être des fleurs de bac. Tu vois, toutes ces choses qui vont venir en complément des cartes traditionnelles. C'est aussi moins de pénibilité, c'est aussi plus d'originalité dans les soins. Donc moi, je me suis dit, ça va permettre de faire évoluer certains hôtels vers de vraies destinations bien-être. Et en fait, Mhm. j'étais un peu déçue parce que je pense Ouais. que pour les hôteliers, culturellement en France, je le dis et j'ai pas du Mhm. tout peur. Je veux dire, ça n'est pas dans la culture française. Et même les établissements qui viennent te voir en disant on veut créer vraiment une destination bien-être, bah, finalement, quand ils se lancent, tu peux remarquer qu'en général, c'est peau de chagrin, tu sais, ça s'est complètement Oui. réduit. Et du Mm. coup, j'ai envie de te dire, ben, paradoxalement, moi, quand je vois aujourd'hui, là, je suis en hôtellerie de montagne, le spa, pourtant, ils avaient été accompagnés par des consultantes américaines de talent, etc. Mais au final, bah, ça reste un endroit où le 80-20, c'est on vient chercher du massage, en 80%, 95% parfois, parce que ça va jusque-là. Si l'équipe du spa n'a pas le talent pour vendre du soin visage et Mm. expliquer qu'il y a du massage derrière, ça change pas grand-chose. Et je t'avoue que ça me déçoit un tout petit peu parce que je pensais que ça arriverait un peu plus vite. Et je pense que là, l'hôtellerie, il n'est pas encore dans cet esprit-là. Et tu sais, les Mm. seuls établissements qui sortent un peu, on a parlé du Six and Mm. Six qui sort en Vallée de la Loire, et ben c'est parce que c'est Six and Six, parce qu'il y a des vraies convictions derrière. Et je pense que Mm. même chez Accor, tout ça, où il y a des gens qui sont responsables du bien-être et qui sont de très belles personnes à titre individuel, je trouve que quand tu vas tester ces concepts-là, ben, tu es encore un peu déçu parce qu'il n'y a Ouais. pas la prise en compte de la nutrition, du sommeil, enfin, tous ces domaines d'intervention où le spa, il a tellement de légitimité. Et par contre, tu vas aux US, tu sens que c'est plus dans la culture. Donc voilà un petit peu, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais par contre, tu vois, au niveau de l'évolution du spa hôtelier à ce niveau-là, je ne sais pas te dire dans quel timing, quoi. Ok. Alors, tu vois ce que tu décris d'ailleurs, ça me fait penser qu'on accompagne quand même pas mal de plutôt nous des centres, on va dire indépendants en structure hôtelière. Et c'est quelque chose où j'ai observé, notamment sur les instituts, de plus en plus, ils essaient d'intégrer ce côté bien-être mental, émotionnel. Et on a des clientes qui ont des magnifiques cartes de soins autour de ça. Et je suis contente au moins qu'il y ait des acteurs en fait dans notre secteur en France qui commencent vraiment à bouger là-dessus. Donc ça va venir. Exactement. Et tu sais, si je peux te compléter ça, Tiffaine, tu vois, Mm. c'est une anecdote, mais cette année, j'ai une journée de conférence qui s'appelait Le positionnement ou la mort, Mm. l'avenir du spa en 2024. Autour du positionnement, et ben, tu vois, cette année, je n'ai aucune spa manager en fonction parce que j'ai pas trouvé Mm. alors que c'est le congrès du spa et de l'esthétique, mais les gens qui vont venir intervenir sont des gens du domaine de l'Institut, notamment des personnes que tu as accompagnées. Justement, parce que moi, des spas spécialisés avec un vrai positionnement bien-être, eh ben, j'en ai pas trouvé. Alors, il y en a certainement, et tu auras peut-être plein de retours sur ton podcast par rapport à ça. Mais franchement, des spas comme ça, il y en a quelques-uns. Il y a des Lily of the Valley, des choses comme ça, mais des gens qui injectent cette vision vraiment bien-être et globale de l'offre dans Oui. leur établissement sans être des gros mastodontes. Moi, j'en ai pas trouvé pour intervenir, tu vois. Mm. Bon, tu en as quand même trouvé et ça sera très Ah, intéressant et je suis d'ailleurs très d'aller contente t'écouter. voilà, vraiment, j'insiste, les spa managers qui se diraient, bah tiens, c'est pas vraiment des spa managers qui ont parlé, vraiment, je vous incite à venir parce que Ouais. c'est super qualité, c'est des interventions, non, topissimes et surtout très innovants dans leur domaine. Donc, je pense Mm. que voilà. Mais tu les Absolument. connais, donc, On parlait justement, tu sais, de cette bascule Covid, des répercussions aussi sur les comportements et les attentes des clients. On vient de discuter ensemble. Mais il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue RH. On est bien d'accord? On a oh oui. beaucoup de retours. Enfin, on reçoit beaucoup de messages comme quoi le milieu hôtelier, pour exercer son métier dans le bien-être et l'esthétique, c'est très difficile. La semaine dernière, je discutais avec quelqu'un. On m'a carrément sorti le mot de c'est encore plus violent qu'auparavant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, c'est vrai que on se dit qu'après le Covid, on avait du mal à retrouver du monde, etc. Les gens ont retrouvé le côté cocooning, etc. Je pense qu'effectivement, si tu veux, c'est déjà le métier du spa. Enfin, c'est vraiment des métiers, hein, il y a de la pénibilité physique. Et très sincèrement, je pense pas que c'est rémunéré. Tu compares avec le Canada ou les Mmh. US, c'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il faut quand même savoir. Moi, j'ai fait un petit sondage sur le sujet. Il y a quand même des gens encore qui payent 25 ou 30 euros de l'heure une freelance. Donc, que les gens qui Mmh. ne savent pas ce que c'est, qui mettent des charges dessus, vous vous rendrez compte de ce que ça représente. Et notamment dans Ouais. des villes où tu as des mastodontes,
enfin, je suis désolée, c'est de l'exploitation, hein, mais des professionnels du massage qui vont Oui. voir les hôtels, qui leur garantissent des tarifs défiant toute concurrence. Et l'hôtel, il me dit, bah oui, pourquoi est-ce que je vais m'ennuyer, et je reste poli, à avoir mon propre spa, à endosser le risque social qui est associé à ça, alors qu'on le fait pour moi. Et les Mm. hôteliers se permettent de dire ça parce qu'ils connaissent pas le fonctionnement du spa, et ils connaissent pas la valeur ajoutée en termes d'expérience que ça peut apporter. Et Ouais. là, tu vois, tu te trouves des fois avec des spas où en fait, c'est une amie formatrice pour une marque de cosmétiques, que je citerai pas parce que la marque n'était pas contente, qui est allée faire une formation. Elle avait des filles qui n'étaient même pas esthéticiennes. Enfin, je veux dire, Mm. c'est quand même un truc incroyable, quoi. Donc, tu as des filles qui connaissent rien à la peau, à qui on fait faire du soin visage. Mais moi, si un jour je suis cliente de ça et que je m'en rends compte, je paie pas, quoi. Ah oui, Donc, tu c'est vois, c'est clair. vrai que, et c'est pour ça qu'en fait, donc, il y a pas mal de personnes qui avaient de la qualité, qui sont montées en compétences, qui se payent leur propre formation, qui n'ont pas toujours ce qu'il faut au Mm. niveau CPF, donc ils mettent de l'investissement et on les maintient à des salaires, excuse-moi, qui sont minimum. Je veux dire, si tu as 1500 euros net, 400 euros net, 1500, 1700 si tu as des pourboires. Et donc, du coup, bah, si tu veux, au bout d'un moment, les personnes se disent, bah, moi, je vais me mettre à mon compte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'excellentes spa praticiennes qui sont passées à leur compte. Être à son compte, ça peut parfois être très compliqué. Donc, du coup, c'est pas évident pour elles de continuer et de trouver le bon rythme. Certaines partent en arrêt, certaines quittent le milieu. Et du coup, en fait, moi, je trouve que oui, c'est violent parce qu'on a moins en moins de gens qui connaissent le spa dans l'environnement du spa. Donc, quand tu as des journées de 7 heures de soins parce que la personne qui les planifie ne se rend pas compte de ce que ça représente, bah, franchement, t'as pas envie de rester pour les salaires qu'il y a. Tu as envie de partir, quoi. Enfin, c'est un petit peu rude, hein, mais et je comprends en fait que j'espère vraiment que les spas urbains, ou les petites maisons s'en sortent mieux, petites sans mépris, mais en taille, s'en Mhm. sortent mieux. Je pense que humainement, c'est pas du tout la même approche. Et Non. quand ta Mm. seule activité, c'est le business de l'esthétique, tu es obligé de soigner tes équipes, normalement. Absolument. On a quand même des histoires beaucoup, beaucoup moins violentes du côté des indépendants. Heureusement. Quels seraient du coup les conseils que tu donnerais aujourd'hui à un directeur d'hôtel qui voudrait reprendre en main le développement de son spa? Alors moi, juste, il y en a deux. Déjà, je lui dirais de se former aux enjeux du spa sans a priori, pour vraiment comprendre les enjeux et les différences par rapport à ce qu'on appelle le F&B, qui est grosso modo la restauration ou Mmh. l'hébergement. Donc cet aspect formation, ça va déjà beaucoup l'aider à mettre en place la bonne stratégie. Et la deuxième, c'est de faire confiance à sa spa manager ou à son spa manager. Écouter les idées, accepter de lui donner un peu plus de moyens. Mmh. Le spa manager dans l'hôtellerie, il est vraiment le ou là. Ils sont souvent mis de côté. Je me souviens d'une directrice de spa de Palace, donc on parle d'un spa de Palace, on parle même du Shangri-La, c'est passé donc, qui m'a dit, on l'appelait au sein du comité de direction l'arracheuse de poils. Tu vois, Mmh. s'il respecte ces deux conseils-là, je pense que vraiment, il peut vite transformer son spa. Ouais, et quels seraient justement les conseils que tu donnerais à une spa manager qui exerce dans un hôtel? La première chose que je lui dirais, c'est vraiment de s'intéresser super bien à ces chiffres. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que parfois une spa manager, c'est une jolie poulette ou un mec un petit peu bien bâti, mais c'est beaucoup plus que ça. Et si cette personne est capable de se monter au niveau du comité de direction, de maîtriser ses chiffres, de les regarder tous les jours, de faire des propositions, d'analyser sa rentabilité, très sincèrement, je pense qu'elle va gagner en aura et elle fera gagner le spa en aura auprès du reste du comité de direction et de sa direction. Et elle sera plus prise au sérieux, ou il ou elle sera plus prise au sérieux. Et également, je trouve que ce que je conseillerais à une spa manager d'hôtel, de se plonger dans le fonctionnement de l'hôtellerie, comprendre comment fonctionne l'hébergement, la restauration, le housekeeping, enfin la partie ménage, comprendre en fait les contraintes qu'il peut y avoir. Je vais te prendre un exemple tout bête. L'autre jour, une personne qui a vendu au spa, ils ont vendu un lunch and spa, et le lunch, en fait, c'est le prix d'une entrée dans le restaurant. Je ne sais pas d'où venait ce prix, mais c'est Mmh. pour te dire que si la personne avait ouvert la carte du resto, elle aurait su que c'était pas réaliste, quoi. Et on se serait pas Mmh. retrouvé dans des situations compliquées. Donc vraiment bien s'intégrer, que ça soit au niveau compréhension des chiffres, pour être bien à l'aise dans son comité de direction ou avec ses pairs et se sentir à l'aise. Et puis également bien s'intégrer dans l'hôtel. Il y a encore trop souvent des domaines où des hôtels où le spa est à part, il mange à part, il communique pas, il n'y a pas d'échange. Et voilà. Mmh. Quelle est ta vision pour le secteur, dans les années à venir? Alors, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, je pense que pour le spa hôtelier, je mets vraiment à part du spa urbain. Mmh. J'espère de tout cœur qu'on va. Je pense il est encore trop vu comme le caillou dans la chaussure. Et culturellement, on n'arrive pas à intégrer la valeur ajoutée de l'expérience spa et dans l'expérience globale. Et tant que ça fait pas son chemin dans la tête des hôteliers, bah,
tu resteras avec le spa n'apportera pas tout ce qu'il peut apporter. Donc je trouve que vraiment si on peut faire en travers des podcasts, du travail comme le tien, du travail que tu fais aussi avec les spa managers en les formant, parce que ce qu'elles prennent, elles l'emmènent avec elles et elles le partagent avec leur directeur. Je pense que ça va vraiment aider. Je pense que le spa urbain sera le grand gagnant parce que franchement, on aura de plus en plus besoin de bien-être Oui. physique, mental, émotionnel. Comme tu dis, on va pas forcément aller chercher dans un spa hôtelier. Et je me dis là, il y a une vraie opportunité parce que le marché, il a vraiment besoin de ça. Et si le spa urbain sait s'inventer et se réinventer, s'ils arrivent à gérer la ressource comme il faut en amenant des prestations qui sont moins physiques pour leurs équipes et en faisant évoluer les équipes, en les faisant se former sur ces sujets, je pense qu'il y a vraiment moyen de... Pour moi, c'est un business qui est vraiment loin de s'éteindre. Absolument. Eh bien, je suis totalement d'accord avec ça, Florence. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez justement en savoir plus sur ce que Florence vient de partager, vous savez que chaque année, le Congrès esthétique organise des conférences et cette année, au Village Spa, tu auras aussi la journée de conférence du samedi. Enfin, venez à cette journée de conférence Village Spa parce que c'est vraiment, même la journée de Galia, on a des intervenants qui sont vraiment de grande qualité, avec beaucoup d'inspiration. Donc voilà, grosse invitation pour tout le monde à venir nous écouter. Florence, tes intervenants, Galia, ses intervenants, et puis moi j'animerai la Surtout journée du échanger lundi. avec nous. Voilà, et puis Oui. on est toutes les trois présentes pour échanger. Pour nous aussi, c'est un vrai jus de cerveau avec chacune de Mm. vos problématiques, donc avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Florence pour ce temps échangé. J'ai hâte qu'on puisse aussi se retrouver au mois d'avril. Merci encore pour ton expertise et tous ces conseils que tu as apportés. C'est vraiment une pépite. Et puis à très vite. Bah, écoute, merci à toi, Tiffaine, et puis à très vite. Bonne journée. Vous pouvez retrouver Florence lors du prochain congrès Esthétique et Spa qui se tiendra à Paris du 13 au 15 avril 2024. Florence y animera la journée de conférence du samedi 13 avril autour de la thématique « Le positionnement ou la mort, nouvelle devise du spa en 2024 ». Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.